Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis heureux ce samedi, un week-end à la maison, pas vraiment d'actualité, mais nous allons essayer de prendre trois, peut-être pourquoi pas quatre sujets et on va essayer de le faire. Une partie passera aujourd'hui, une autre partie passera demain et ce sera pour le plaisir de ceux qui nous suivent à la maison. Le baromètre parle de Kimbopeto, une vaste escroquerie. Je suis tenté de croire la même chose. Adolphe Mozito aux commandes de Lamouka après Katumbi et Bemba. Joseph Kabila parle, il renforce la coalition. Les Raïs a appelé à la solidification de l'alliance FCC-Cash. Mesdames et messieurs, comme tout intellectuel, j'aimerais ici donc corriger ce que j'ai dit hier par rapport au nom Shinarambo. Ce vrai Shinarambo a été toujours apparenté à un acteur de cinéma, mais plutôt Shinarambo est un mafieux, un ancien mafieux, un ancien braqueur, un ancien criminel, on va le dire, quelqu'un de peu de scrupules, sinon pas du tout. C'est quelqu'un qui n'a généralement pas de vergogne et donc voilà un peu le nom, c'est ce que ça veut dire. Hier j'ai dit ici que c'était un film vietnamien, ce n'était pas le cas, donc après recherche, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, donc vous allez ne pas tenir compte de ce que j'ai dit hier. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, aujourd'hui nous allons parler de cette thématique assez difficile, mais après réflexion, je me suis posé la question, pourquoi ne pas aller plus loin maintenant ? Pourquoi ne pas réfléchir sur le devenir de ce pays? Parce qu'il est important d'y penser. Alors, nous rendons compte d'une chose. Vous savez, quand Joseph Kabila Kabange était au pouvoir, il a dit, c'est sur base de ça que je vais réfléchir, il a dit qu'il avait besoin de 15 personnes. Il manquait 15 personnes. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que ce n'est pas 15 personnes qui manquaient un président? Et bien là, lui, il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Alors, donc, on a compris tout simplement que le Congo a besoin d'un nombre de gens, je veux dire une minorité qui impulse le changement. C'est donc une minorité qui comprend l'intérêt de porter ce pays à la hauteur de ses ambitions, d'amener ce pays à bon port. Ce qui a conduit notre échec, ou qui a conduit, pardon, à notre échec, c'est généralement et principalement le choix que nous avons fait. Le choix des politiques que nous avons fait, le choix de la vie que nous avons eu à faire, le choix de beaucoup de choses que nous avons eu à faire. Et ces choix-là nous ont conduit là où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu tellement de choix à faire. Nous avons fait des mauvais choix politiques, sur la politique, je veux dire générale, sur la politique de l'économie, sur la politique, tout ça, on a fait des très mauvais choix. Même les choix sur des alliances qu'on a eu à faire dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, ça nous a conduit toujours à des échecs. Donc, on comprend tout de suite que le problème ici, c'est cet homme congolais qui, au-delà de tout, ne veut pas comprendre qu'il y a entre la brutalité de mots, n'est-ce pas, l'arrogance des attitudes, mais il y a ce qu'on appelle la raison des idées. Et parfois, les idées qui ont des raisons ne crient pas beaucoup, ne font pas beaucoup de bruit par rapport à ce que je vois, à ce que j'entends aujourd'hui. Donc, nous avons, choisi la politique du gangstérisme. On a choisi la politique du banditisme. Nous avons choisi, comme on dit, les djalélos. Nous avons choisi la médiocrité en lieu et place de choisir l'excellence. Nous combattons l'excellence. Nous combattons ce qui est bien. Nous combattons le sacrifice pour un pays. Mais par contre, nous voulons transformer ce pays en une vache à lait. Ah bon, si même on veut considérer le pays en une vache à lait, mais il faut quand même nourrir la vache en question. Il faut quand même nourrir la vache en question. Il faut quand même l'entretenir pour qu'elle vous donne finalement des bons laits. Mais nous, ce n'est pas le cas. Notre problème, c'est nous avons pris ce pays comme une sorte d'usage unique. Nous l'utilisons et puis on le laisse. Les gens n'entretiennent même pas le pays qui leur donne assez d'argent. On ne le fait pas. Regarder les mines au Congo. Regardez dans quel état les miniers se trouvent. Regardez dans quel état, je veux dire le minier, mais en même temps les mineurs. Regardez ceux-là qui rentrent dans les mines, ceux-là qui creusent les mines. Regardez dans quel état ils vivent. On se rend compte que les gens considèrent le pays comme une histoire, comme une sorte de usage unique. On bouffe et puis on s'en va. Alors le problème, c'est que le pays n'avancera pas comme ça. Nous sommes parmi les pays qui négligeons les conseillers. C'est au Congo que vous trouvez les conseillers être moins expérimentés que celui qui doivent conseiller. Alors, à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce que l'on veut? Faites un tour dans les ministères. Allez-y voir dans les ministères. Vous allez voir le conseiller des ministres. Mais c'est qui, généralement? Les conseillers des gouverneurs. Mais c'est des hommes non expérimentés. C'est généralement des hommes qui apprennent sur l'État. Et alors, je me pose la question, comment nous allons évoluer si nous faisons le choix
d'exclure les experts, nous faisons le choix d'exclure les spécialistes et bizarrement, nous fabriquons nous-mêmes nos propres spécialistes à notre guise, nous fabriquons nous-mêmes nos propres experts. Alors, ce qui est vrai dans tout ça, c'est qu'un État qui a choisi cette voie, c'est un État qui va à la déroute, c'est un État qui va à la mort. Parce que vous ne réussirez jamais de vous en sortir. Il y a quelqu'un qui disait en son temps, Albert Einstein disait, je m'étonne que les gens fassent la même chose et veulent avoir le résultat différent. Non. Si vous regardez ce pays convenablement, vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas fait de choix contraires, disons, de choix différents. Non. Nous sommes dans la même chose, dans la même logique, la même politique, la même structure, la même organisation, mais on veut quand même avoir les contraires. On veut quand même avoir des choses différentes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous revenons dans le passé, vous allez vous rendre compte que Kasavubu était formé par qui? Kasavubu est formé par le Belge. Ce n'est pas un intellectuel avéré. Non, mais c'est quelqu'un qu'on a appris à lire, qu'on a appris à écrire, et on lui a donné le bon sens que eux voulaient qu'il soit. Et donc, c'est pratiquement un commis. Ce n'est pas un homme qui peut se rebeller dans l'esprit. Ce n'est pas un rebelle, c'est plutôt un enfant docile. Et au regard de qui? Au regard de Belge. C'est un politiquement correct, c'est quelqu'un qui réfléchit comme ils veulent, c'est quelqu'un qui ne les dérange pas parce qu'il se range. Alors, c'est le choix des Belges. Et ils aimaient un homme pareil. Parce qu'ils savaient que celui-là ne veut pas avancer les choses, il va plutôt continuer avec eux. Mais attention, il a des avantages. Parce que c'est quelqu'un qui avait une personnalité forte. C'est quelqu'un qui pouvait résister à l'argent, il pouvait résister à la corruption. Mais le pays a besoin de beaucoup plus. Et surtout un pays qui est dans le réveil a besoin de beaucoup plus d'intégrité. Il a besoin du courage, ce que manquait beaucoup à Kasavubu. Il a besoin du courage, il a besoin de beaucoup de témérité, il a besoin de beaucoup en tout cas d'abnégation. Mais maintenant, quand vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Vous pouvez avoir toutes les belles idées du monde, mais si vous n'avez pas le réveil en vous, ça va être compliqué. Moi, je n'ai pas besoin aujourd'hui de critiquer les anciens, non, mais seulement pour les enfants qui nous suivent à l'étranger, pour ces jeunes gens qui n'ont jamais été au Congo, qui ne connaissent pas l'histoire du pays, il faut finalement leur dire ça. Voilà les problèmes, là où les problèmes se trouvent. Le mauvais choix que nous avons eu à faire, au lieu de la rupture. Nous sommes toujours dans une continuité. Je vais dire ça dans le temps. Regardez dans le temps. En 1960, il est question de rompre avec les Blancs. Mais c'est vrai, la rupture, comment elle doit être faite? La rupture, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que la rupture, ça veut dire la cassure. Non. Moi, je crois que la rupture, c'est la cessation de quelque chose. On cesse avec une chose et on commence avec une nouvelle. Il n'y a pas cassure parce que cassure, ça veut dire brutal. Cassure, ça veut dire brusque. On casse brusquement. Non, nous, on n'est pas dans la logique de casser brusquement. On est dans la logique de finir quelque chose de Yamabe pour que nous bananao yasika. Et ça, il y a de la méthodologie, il y a de la délicatesse, il y a vraiment il faut des tics, il faut des tacts pour que ça marche. Et un homme politique, un peu comme Machiavel le dit, doit avoir ce côté-là. Un homme politique, on ne doit pas savoir ce qu'il va vraiment faire. Non, sinon, on vous casse tout de suite. Et surtout, quand vous êtes faible, vous ne dites pas ce que vous allez faire, parce qu'on va vous arrêter tout de suite. Un homme politique, dans l'idée et dans le contexte congolais, ça doit être quelqu'un d'imprévisible, qu'on ne contrôle pas vraiment. On ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. On ne sait pas exactement où il veut aller. Il est le seul à savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a un projet, il a un plan et il les joue convenablement. Et surtout, il est patient dans la réalisation, mais très rapide dans sa réflexion. Alors, quand on a compris ces choses, ça marche. Ça manquait beaucoup à Kasavubu. Ça manquait beaucoup à Kasavubu parce que Kasavubu, comme pratiquement beaucoup de ses contemporains, pensait que la solution du Congo allait venir essentiellement de Blancs. Or, si vous regardez dans un carré, vous risquez de ne pas avoir de solution parce que le jeu est déjà joué. Mais si vous acceptez de sortir de ce carré-là, encore qu'il faut beaucoup de courage, vous allez voir les choses autrement. Alors, si nous regardons un peu le côté de Kasavubu, effectivement, quand on vient du côté de Mobutu, c'est pratiquement la même chose. Mobutu n'est pas préparé pour gérer le pays. Non, un peu comme Kasavubu. Il n'est pas préparé à gérer le Grand Congo. Mobutu non plus n'a pas été préparé dans la Res Publica. Mobutu est préparé pour gérer l'armée et pas la République. Voilà pourquoi il va finalement confondre l'armée et la République. Et on a eu des choses, vous avez vu vous-même comment Mobutu a accompagné, a dirigé ce pays. Quand Mobutu arrive au pouvoir, il a un budget excédentaire. Mobutu a, la réserve de mines, mais qui explose. Mobutu a
toutes les potentialités possibles. Mobutu a des opportunités qu'aucun autre président ne pouvait avoir. Il bénéficie de quelque chose de scandale, je veux dire de fondamental et même de bien. C'est la dictature. En ce moment-là, la dictature est là. Or, dans la dictature, on crée beaucoup de choses. C'est dans la dictature qu'on impose une bonne discipline. Je peux être contredit par beaucoup de personnes, mais regardez ce que la Chine est devenue, regardez ce que le Japon est devenu, regardez ce que Libye était à un moment donné. Ça veut dire que la dictature n'a pas que des côtés négatifs, la dictature a aussi ses côtés positifs. Parce qu'elle impose à un peuple une ligne. Et la chance que vous pouvez avoir, si vous avez un dirigeant éclairé, dans la dictature, il vous forme, il vous forge. Et puis la dictature peut engendrer, dans une certaine mesure, une démocratie ou des courants d'autres choses. Parce que ce que vous appelez dictature, nous, en Afrique, on appelait ça la dictature de développement. En fait, on appelait ça comme ça. Ça peut déranger beaucoup, hein? Peut-être ce n'est pas les mots qu'il faut, mais moi, je crois que c'était de l'ordre que les Occidentaux appelaient dictature. Parce que vous allez vous rendre compte que le monde entier n'a pas commencé dans la démocratie. Aucun pays n'a commencé dans la démocratie, à moins que je me trompe. Tous les grands États, tous les grands pays ont commencé d'abord par des systèmes assez atypiques, par des systèmes terribles, par des systèmes... Il y en a même qui ont commencé par des autocraties dures, des autocraties inhumaines, et puis finalement, ils ont fait une certaine évolution, et puis ils sont arrivés à des démocraties. Mais on ne commence pas un pays par la démocratie, parce que, comme le disait Platon, la démocratie dans un pays où les gens n'ont pas étudié, c'est un système abject. Et donc, nous avons les cas, nous avons aujourd'hui les résultats. Donc, il faut peut-être des analyses profondes pour comprendre que Mobutu, qui n'était pas préparé dans la gestion du pays, a amené le pays là où il pouvait amener. Parce que nous avons finalement cédé la politique de la planification à la politique d'improvisation. Nous sommes passés de la politique de planification à des politiques d'improvisation. Et lorsqu'on amène de l'improvisation, à la fin c'est le chaos. À la fin c'est le chaos. Parce que si tout le monde a des règles, eh bien personne n'a des règles. Alors donc, au lieu d'avancer, nous on ne faisait que reculer. Laurent Désiré Kabila, c'est la même chose, il vient avec la guerre. Il vient avec la guerre, la rébellion, ça ne marche pas. Parce que, regardez, on n'utilise pas la démocratie avec les armes de dictature. Par contre, la démocratie peut changer la démocratie peut changer la dictature. En réalité, c'est la démocratie qui renverse la dictature et non l'inverse. Et non l'inverse. On n'utilise pas la démocratie avec des outils de dictature. Ça ne marche pas. Et donc, Laurent Désiré Kabila arrive avec ça. Eh bien, vous avez vu vous-même comment il a amené le pays. Tous ces gens que je viens de citer n'ont pas eu que des côtés négatifs. Ils ont eu aussi des côtés positifs. Mais l'impréparation qu'ils avaient a été tout de suite vue, remarquée quand ils ont géré le pays. Joseph Kabila Kabange, il arrive, vous le savez très bien, pas d'expérience, il connaît absolument pas la gestion du pays, pas le rouage du pays. Il a une cartographie militaire du pays, mais il n'a pas une cartographie économique, il n'a pas une cartographie juridique, il n'a pas une cartographie, éducatif, il n'a pas une cartographie globale du pays. Il a une cartographie militaire. Et ça ne l'aide pas beaucoup dans sa gestion. 3 ans au Congo, il devient président, et vous le savez. Et ça ne l'aide pas beaucoup. Ça ne l'aide pas beaucoup. Il conduit le pays un peu militairement, et bien avec beaucoup de tact, avec beaucoup de conseillers qu'il a eu. Après, finalement, ils vont conduire le pays là où ils ont conduit. Mais regardez, rien n'a excellé depuis tout ce temps. Et Félix Tshisekedi qui arrive, lui aussi qui vient de l'opposition, mais alors une opposition, on va dire, plongée dans la contestation et tout. Quand ils arrivent au pouvoir, il doit maintenant imposer sa marque. Et pour imposer sa marque, il lui faut une méthode. Il lui faut une sorte de rupture. Mais comment on va rompre? On ne peut rompre qu'avec des personnes qu'on a ciblées qui peuvent nous accompagner. Le président se plaint tout le jour, même Félix Tshisekedi se plaint aussi, peut-être qu'il ne le dit pas, mais il se plaint de n'avoir pas des hommes autour de lui qui peuvent l'aider à comprendre les choses. Il a une fois ici alimenté devant ses conseillers, il s'est fâché. Il leur a dit comment moi je combats la corruption et on sent la corruption dans ma maison. Ça veut dire on sent la corruption dans mon cabinet. C'est le président qui l'a dit. Donc à un moment donné, lui-même s'étonne, me dit mais à un moment donné je ne comprends plus rien. Nous nous sommes dit, nous allons changer le pays. Parce qu'il est malhonnête de croire que Félix Tshisekedi, lui seul, peut changer le pays. Ce n'est pas possible. Si M. Félix Tshisekedi est entouré de personnes qui rêvent d'avoir des maisons à Los Angeles, des personnes qui rêvent d'avoir des maisons à Paris, des gens qui rêvent d'avoir des maisons, je ne sais pas, par-ci, par-là, ou même des carrés miniers, rassurez-vous que nous sommes partis pour échouer. Parce que le Congo de demain ne va changer qu'avec des gens qui ont la tête sur les problèmes des Congolais. Et les problèmes des Congolais ne sont pas des problèmes à aller chercher dans les universités. Ces problèmes courent les rues.
l'insécurité à l'est de la République, la faim à travers le pays, 7 millions d'enfants dans la rue, la pauvreté criante, le système éducatif qui est mort, quasi mort, je vais dire, le système de santé précaire, les routes qui sont défectueuses. En fait, les problèmes du Congo, on ne veut même pas aller chercher loin. L'industrialisation dont on a besoin pour créer de l'emploi et ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas parler d'une industrialisation si nous n'avons pas une énergie. Nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau. Alors le fait pour nous de ne pas avoir les éléments des bases, ça ne peut pas changer. Alors ceux qui vont changer ce pays doivent en principe intégrer les problèmes des Congolais. Alors le président de la République a besoin de ces hommes autour de lui. Lorsque vous qui êtes en France, vous connaissez celui qu'on appelle, ou celui qu'on appelait, je ne sais pas, celui que vous appelez, ou celui que les Français appellent Pierre Béret-Govoy. C'est quelqu'un, moi, personnellement, quand on m'a envoyé son nom, j'ai essayé un peu de lire l'histoire, mais j'étais fasciné. J'étais fasciné par la personne, par les ambitions qu'il avait, par la mentalité qu'il avait, par l'esprit qu'il animait de changer la France. Il rêvait d'une France libre, il rêvait d'une France opulente, il rêvait d'une France industrialisée, il rêvait d'une France, au sommet de l'Union européenne, il rêvait d'une France à la tête et pas à la queue. Aujourd'hui, je crois que monsieur, s'il se réveille, je crois qu'il va être content. Il va voir sa France qui est en train d'avancer. Avancer, entre guillemets, mais il va voir quand même cette France en train de porter le flambeau de l'Europe. C'est convenablement. Je pense comme ça. Parce que ce monsieur avait une pensée, il pensait qu'il allait changer les choses. Vous avez quelqu'un d'autre qui est décédé aussi, c'est le successeur de Mao. Le successeur de Mao, monsieur Deng, qui était simplement... il était en même temps un autodidacte, en fait, je veux dire, pas un autodidacte, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui a vécu beaucoup plus dans la diaspora. Et on peut se dire, qui était-il? Moi, je me suis donné la peine de le suivre encore. Quand j'ai lu l'article, j'ai dit, pourquoi je n'irai pas le voir? Je suis allé voir sur Internet, j'ai essayé un peu de faire des recherches, je me rends compte que c'est celui qu'on appelait l'architecte de la Chine. C'est quelqu'un qui avait un modèle de pensée. En fait, je me suis rendu compte, je suis tombé sur une histoire. Quand il rencontre Mao, selon une anecdote, il rencontre Mao, les deux se posent des questions. Pourquoi les États-Unis ont autant d'immeubles? Pourquoi les États-Unis sont dans cet isolationnisme? Ça arrive, hein, je m'en sors. Alors, cet isolement des États-Unis, c'est parce qu'ils sont forts, ils sont grands, ils sont pertinents, ils sont puissants, ils ont les meilleures infrastructures du monde. Ils pensent qu'ils peuvent mener leur politique seuls. Et ils les assument. Alors lui aussi s'est posé la question, pourquoi eux sont comme ça et pas nous? Mais je vous parle de ce qui s'est passé 50 ans avant. Il y a plus de 50 ans cette histoire. Mais regardez aujourd'hui la Chine, ce qu'elle est devenue. Mais c'est parce que les gens comme Deng, les gens comme Mao, les gens comme tous ces gens-là ont compris qu'il fallait construire un pays autour des valeurs. Et en faisant quoi? En associant des hommes qui pensent comme eux. Parce que vous ne pouvez pas vous faire accompagner des maraudeurs si vous voulez vous changer les choses. Non. Au Congo, le pays est comme un éléphant qui est tombé et les gens ne viennent pas pour aider l'éléphant, mais les gens viennent pour prendre leur parti. Et nous sommes en train de détruire ce pays de façon collective. Imaginez-vous les gens qui disent comme ils tournent à Bisso. Imaginez-vous une seconde. Et comme il tourne à Bisso, mon cher, tourne à Bisso, on ne sait jamais. Alors, ces slogans d'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais finalement, on va aller où avec ce pays si nous avons besoin de nous enrichir? Un pays commence à échouer quand les anciens sont toujours cités, alors que ceux qui sont vivants aujourd'hui ne sont pas cités, ils sont plutôt méprisés. Aujourd'hui, quand on parle de Etienne Tshisekedi, tout le monde le respecte. Tout le monde respecte Etienne Tshisekedi. Tout le monde respecte son combat. Tout le monde respecte le combat de Lumumba. On respecte le combat de Paulo Maurice. On respecte le combat d'Okito. On respecte le combat de ces gens-là. Mais pourquoi on ne respecte pas le combat de ceux qui sont vivants aujourd'hui? Parce que nous savons que ceux qui sont vivants aujourd'hui ont fait un mauvais choix. Le choix qu'ils ont fait, c'est le choix de s'enrichir et d'appauvrir le pays. Ah, dans ces conditions-là, on ne peut pas changer les choses. Voyez-vous, vous ne pouvez pas changer les choses parce que vous êtes dans un autre camp et ça ne marche pas. Je vous donne des gens qui ont compris qu'il fallait s'entourer Nabatu Malunga. Mais il n'y a pas que Bango, mais il y a aussi des gens comme Lee Kuan Yew, pardon. Il y a le premier ministre de Singapour, si je ne me trompe pas.
Le premier ministre de Singapour, quand il commence sa politique, il s'est dit aussi la même chose. Il dit pourquoi nous ne pouvons pas être comme les autres? Il faut donc mener des politiques qui nous amènent à être comme des autres. Il faut lutter contre la corruption. Il faut détruire ceci, il faut détruire cela. Et aujourd'hui, Singapour, regardez, c'est une référence aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monsieur a compris qu'il faut que je me fasse entourer des hommes honnêtes et pris de bon sens pour que ça marche. Je vais prendre quelqu'un maintenant de l'Afrique. J'écris son nom, John Magufuli. John Magufuli, c'est le président tanzanien. Mais le président tanzanien, qui est-il ce président, cet homme de 60 ans? Il arrive au pouvoir comme tout le monde. C'est d'abord quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre et il devient président de la République. La première des choses à faire, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il réduit son salaire par 3. Son salaire, il est divise par 3. Et aujourd'hui, dans les livres de ceux qui les présidents les moins payés, il est le président le moins rémunéré du monde. Du monde, s'il vous plaît. Parmi les présidents, il a 4 000 euros. 4 000 euros. Beaucoup moins qu'un député congolais. Je peux me tromper, hein, mais il a vraiment 4 000 euros. Pourquoi il arrive à faire ça? C'est quelqu'un qui voit la Tanzanie, il voit la Tanzanie de 50 ans plus tard. Il voit la Tanzanie de 40 ans plus tard. Il a réduit le nombre de voyages. Il a réduit le nombre de voyages et de lui et de son entourage. Ça veut dire, vous pouvez voyager, mais vous ne voyagerez pas au-delà de par exemple, un nombre limité. Vous allez parler vous voyager que 5 fois. Si vous voyagez 5 fois, voici ce dont vous avez besoin. Et il est clair dans ça. Il a mené une loi dans leur loi de finances pour que le président, s'il voyage, il a autant. Un président ne peut dépenser que 200 euros, 300 euros par jour, pas plus. Donc si le président doit aller vivre, il va aller vivre dans tel endroit, Et quelqu'un qui comprend. Et le président ne peut pas aller avec autant de personnes. Si le président, en principe, a voyagé avec 100 personnes, désormais le président voyagera avec 20 personnes. Lui-même, le président, il se déguise. Il prend des véhicules, il va dans les ruelles, dans les rues les plus profondes pour qu'il touche lui-même les réalités. Donc, à un moment donné, pour arriver à ce point, mes frères, vous devez avoir autour de vous des gens qui vous conseillent comme ça. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau dit l'homme est naturellement bon. Et je suis d'accord avec lui. L'homme est naturellement bon. Mais son environnement, finalement, finit par le corrompre. Il faut qu'il accepte aussi de le corrompre. Alors, il faut que le président s'entoure des gens qui vont lui dire la vérité. C'est ça que Nelson Mandela appelle des trésors nationaux. Il faut que le président soit entouré par des trésors nationaux, par des gens qui peuvent lui dire « Monsieur le Président, toi qui es dans Boïté. Monsieur le Président, toi qui es dans Boïté. » Lorsque vous regardez Félix Tshisekedi, mes frères, sans vous mentir, lorsque vous le regardez, vous dites tout de suite que c'est quelqu'un de sincère. Il suffit juste de le regarder, vous allez avoir la même conclusion que moi. Parce que si vous dites que je me trompe, alors acceptez que tous ceux qui ont parlé en bien de lui se sont aussi trompés. Alors dans auquel cas, il n'y a que vous qui êtes sérieux. Alors dans ce cas, il n'y a que vous qui êtes vrai. Parce que quand toutes les apparences ne peuvent pas être pour une personne et toutes les apparences ne peuvent pas être contre une personne. On reconnaît que le monsieur est sincère, il est bien, il est animé d'une bonne volonté. À travers ses yeux, on peut voir que ce monsieur, il est bien, il est bien. Mais le problème, c'est qu'il doit, au-delà d'être bien de lui-même, mais il doit transmettre, si vous voulez, son côté bien dans ses collaborateurs. Parce que tant que le président ne fera pas le bon nettoyage de son entourage, on continuera à pleurer. Mes frères, vous avez entendu dans quel pays au monde un président a voyagé na Bangoulou Nakati? Vous avez déjà entendu ça où? Est-ce que vous voyez vraiment le président Félix Tshisekedi à Zobangoulou, à la délégation? Non. Il y a seulement des salauds, excusez-moi, hein, des salauds autour de lui qui veulent salir son nom parce qu'ils sont cupides. Ils sont tellement cupides que la réputation d'un président est à la bangoté. C'est des gens qui enrôlent des gens na kombo na bango ba kendra na nenga lokuta. Voyez-vous, le président doit avoir autour de lui des gens qui peuvent lui dire, monsieur le président, dans la France, ambassade de la France et Bébiso Kombo Nayo. Parce que les gens ne doivent pas oublier tout ce que nous faisons au Congo, tout ce qui va se passer au Congo, parce que nous sommes dans un système semi-présidentiel, le président portera une responsabilité d'une manière ou d'une autre. On va dire, c'était un mandat naïe, les gens doivent dire au président, monsieur le président, il faut une autre architecture pour que Makambo Belé échange. Sinon, on va raconter des choses et donc on va bien malamu et qu'on s'allie maté. Président on a fait bien à Tanzanie oyo aza président oyo batu baki koye baé to batu baki koye baé té mais c'est parmi bateau baé ko réduire ba dépenses publiques. Figurez-vous que ba dépenses publiques ya mboka alongoli yango akitisi yango de 92 millions
d'euros. À Zongi Yango, on a 6 millions et quelques. 92 000, pardon, donc on a 6 000 et quelques. Est-ce que vous imaginez pertinence ce modèle là? 30 jours à Bango, hein, équivalent à 30 jours à Bango, faites d'indépendance à Bango, et c'est un Bango mourir belé. Mais à l'eau, il y a un bon aboui, habité, on a presque tout ça là-bas, bilo, indépendance, on a tout que nous ça là-bas, curage à bas niveau. Tout ça là-bas, curage à bas niveau. Mais il faut avoir un courage, hein, pour katabatou sous ma vie na Bango. Il faut avoir un courage pour le faire. Je crois humblement que le président est à la recherche de ces hommes-là. Mais le président lui-même doit faire un pas. Mobutu était le genre de président qui écoutait. Mobutu, quand il allait à l'étranger, à eux qui va Congolais, dans le Liban, exploit, Mobutu les appelait et leur disait Mboka nabino ezali pour nabino, c'est vrai que l'esprit de Mobutu était peut-être un esprit assez, on va dire, mitigé. Mais l'opportunité que le Congo a aujourd'hui, c'est d'avoir un autre fils du pays, qui doit comprendre l'intérêt de se faire entourer des hommes honnêtes, des hommes qui n'ont pas besoin d'argent. Il y a au Congo ces hommes-là qui, l'argent ne leur dit absolument rien. Toza na ba jeune Congolais lelo. Ebele ya mboka oh ceux qui ont allié mboka que non ce garçon est sincère. Otalié kaka na miso bino, lui il est sincère. Lui il est bien. C'est des gens comme ça qui doivent entourer le président de la République pour que le président comprenne que t'as la présidente qui est dans le beauté, mais toi qui est dans le beauté. Parce qu'en réalité, vous savez, sinon nous allons tomber dans ce que le Rwanda et le Gabon font. Le Rwanda et le Gabon mentent. Ils mentent. Ils montent un développement qu'ils n'ont pas. Ils montent une croissance qu'ils n'ont pas. Les populations vivent dans la pauvreté la plus extrême. Mais mais c'est un mauvais choix parce que regardez ce que le Gabon fait. Le Gabon va acheter des places. Le Gabon va finalement payer beaucoup plus en termes de visibilité. Mais en réalité, la visibilité est le Kouta. Monsieur Kabila a induit une erreur. Joseph Kabila a une erreur. À l'époque, que son place na classement miné ya mokili. Et vous achetez, vous dépensez beaucoup plus d'argent pour apparaître au lieu d'être effectivement. Bon, ceux qui vous ont impulsé le développement, ça allait changer. Ceux qui ont dépensé au Rwanda, ça la pour miroir et Afrique, vous allez vous comprendre que ces gens n'ont pas de cœur. Parce que ceux qui ont financer un programme na bango moko, vous allez voir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais pourquoi vous voulez mentir la communauté internationale? Pourquoi vous voulez mentir l'international que votre pays va bien alors qu'on sait qu'à l'intérieur votre pays ne va pas bien? Donc je crois qu'il y a des choix à faire. Et les meilleurs des choix à faire, c'est le casting autour d'un homme. Le Congo a besoin d'un leadership. Et le leadership d'un État se construit de plusieurs leaderships autour. Une coordination. Le Congo n'a pas besoin d'un homme fort. Le Congo a besoin d'un leadership organisationnel, d'un leadership collectif susceptible à éveiller les autres et à amener les gens dans une indépendance d'esprit. D'abord, dans un épanouissement intégral et dans un développement personnel. Ce qui va comme un niveau ko bima na kibo bango, ko longola bato na boye na bozangi boyebi, ko pesa bango boyebi na bokebi, vous allez voir que le pays va se développer dans moins de 5 ans, dans moins de 10 ans. Il n'est question que de faire de bons choix. Et ce matin, j'exhorte le président de la République à opérer de bons choix. Monsieur le Président, vous avez besoin de nettoyer votre entourage. Ne craignez pas ceux-là qui vous disent « Monsieur le Président, Talaboy, Talaboy, Talaboy ». Je suis convaincu que le plus grand lobby, ou si vous voulez c'est au féminin ou au masculin, vous allez m'excuser sur ce côté-là, mais en tout cas, on a dit que le lobby a minene, le lobby a makasi, et ça peuple. Lorsque le peuple a faim, le lobbying que vous allez prendre à l'extérieur peut vous maintenir 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais ne pourront pas vous soutenir assez longtemps. Mais lorsque le peuple est rassasié, lorsque le peuple sait que je peux aller à l'école, lorsque le peuple sait que je peux avoir mon boulot, lorsque le peuple sait que je peux me circuler convenablement, lorsque le peuple sait que j'ai un logement décent, le peuple sait que je peux manger 3 fois par jour, le peuple sait que je peux investir et je peux en même temps être sécurisé par mon pays, lorsque le peuple sait que je peux avoir du crédit, je peux financer telle chose où je peux être financé, lorsque le peuple sait manger à sa faim, le peuple sait être en sécurité. Croyez-moi sur parole, ce peuple-là n'a plus besoin de que le président en a à Lungwa. Il va continuer à vivre la politique qui est à Malunga. Donc, une politique axée sur le peuple,
et l'équipe a lobbying et belé beaucoup ça la Liban. On a besoin à voyager, à Tambola, à investir, à Lia, à Lala, à la bien, à Tanga, à la santé, il y a Malunga. On ne demande pas de la magie. On ne demande pas de la magie. Le minimum, on en a besoin. D'abord, les gens font les compétitions du bien. Il y a ma bêtise. Le gouvernement sur le côté travaille pour que la mémoire ya bateau. Le gouvernement sur le et une compétition ya nenge ya bien, il y a un tombe la mboka mais lorsque les gens commencent à faire des compétitions ya mabé qui va détruire le plus le pays, alors on est mort quoi. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Monsieur le Président, vous avez besoin de créer une génération Fachi. Pas une génération de Tshisekedistes, mais une génération Fachi. La génération Fachi, ce n'est pas une génération de Djalelo. Non. Ce n'est pas une génération de gens qui parlent Fachi. Non. C'est une génération de gens qui vont travailler dans le but de faire avancer le pays. Si vous voulez, c'est une génération de rupture. Je préfère encore le terme génération de rupture si génération Fachi vous fait mal. Mais attention, aux États-Unis, il y a eu des générations de Delano Roosevelt. Ça veut dire, ce n'est pas des générations structurelles, c'est pas des générations structurelles. Comme on a papier, les amis de Tshisekedi, non, il y a des générations d'état d'esprit, de gens qui sont nés parce que Delano Roosevelt a eu la politique dans le Mogobo. Obama a créé une génération de gens qui veulent réitérer l'exploit Obama, de gens qui veulent aller plus loin qu'Obama. Et c'est comme ça qu'on peut faire. Aujourd'hui, Macron a influencé autant de jeunes gens français. C'est une génération Macron aussi. Mais ce n'est pas une génération, on va dans papier, on va dans document, génération Macron, non. C'est un état d'esprit qu'un président véhicule dans Mitou Yabana. La Chine est aujourd'hui et repose dans la génération Mao. Des gens qui ont cru dans un rêve, dans l'idéal de Mao. Nous avons besoin de croire en un idéal, alors qu'il faut le porter. Il faut qu'on le voit tous les jours de la vie si on veut que ce pays se développe. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux de nous suivre. C'est samedi. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler de la MONUSCO. On parle de la MONUSCO dans la deuxième partie. Moi, je vous retrouve tout de suite. Notre anniversaire, c'est le 23 décembre. Un cadeau nous fera énormément plaisir. Mon anniversaire, c'est le 5 janvier. Moi, personnellement, un message, une vidéo me fera aussi plaisir. Je pense à mon ami et frère Isis, qui est en Chine. Bandekonanga Chine, lobby Burokende élection. Tant que élection, Kanissa, pour la communauté na biso, tous en Chine. On a besoin d'un homme qui parle pour nous. Mbongo est bien. Mbongo, c'est vraiment bien. Et ça peut t'aider à faire quelque chose. Mais vous allez rapide. Mais vous avez besoin de quelqu'un de disponible. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous écouter. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut arrêter ce qu'il fait pour venir vous secourir quand vous êtes en danger. Et cette personne s'appelle Isis Béton. Mutuana Kombonaye Isis. Je ne parle pas des hommes boébi. Nabeta le sola batouté pour la plupart des cas. Mais ceux qui n'ont pas été le sola mutu, c'est que Mutuana a valeur, on a accepté la valeur. Alors on déco Isis, na sengi na bino bande kwa Chine, tango kende, bosana mbongo zwaki. Votez pour la Isis à la numéro 3. Votez pour la Yé et vous allez bien. Et puis l'obit au bétama solo moussous. Beaucoup de raison. Beaucoup de raison que ce monsieur va vous aider et vous n'allez pas imaginer. Aucun Bengaye alors qu'il y avait un magamne au sala, mais à Kati tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il fait soutenir, parce qu'il fait aider. Et puis après, il parle bien chinois. Il parle très bien. C'est-à-dire quelqu'un qui peut t'aider. Dans un policier chinois sur la Chine. Et là, que aujourd'hui, président Moroboye, la communauté, il y a dans le macasse en anglais, car chinois, peut avoir continué en chinois, à bosser en anglais au souk. Mais il y a des chinois. Donc, il a un avantage et ça bien. Alors, coucou à tout le monde, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.